Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau point de marché, donc de la revue de la semaine. Cette émission est donc présentée par François Ablé que je suis, donc du Global Future Academy. Donc comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour présenter l'actualité fondamentale, l'actualité géopolitique, ainsi que les détails techniques concernant les marchés financiers qu'on verra au cours de cette émission. Je vous remercie infiniment d'assister à cette émission encore une fois de plus et merci également de vos commentaires, de vos messages de soutien et d'encouragement. Ça nous fait plaisir justement à poursuivre cette émission en vue toujours d'informer et aussi de vulgariser le marché financier pour permettre à tout un chacun de pouvoir en bénéficier. Alors, donc, on va bien sûr continuer cette émission. Je vais d'abord passer, bien sûr, au disclaimer. Donc, comme vous savez, cette émission que nous réalisons est une émission à titre indicatif et informatif. Donc, ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement ou bien une quelconque incitation à acheter des produits dérivés de type spéculatif, notamment les CFD ou bien les options ou bien tout ce que vous voulez. Nous sommes dans une optique d'information au grand public, aussi de conscientisation au niveau de la finance et aussi d'amener les gens également à ceux qui souhaitent se former en bourse. Je vous invite bien sûr à visiter notre site internet qui est le www.gsta Academy, donc gsta en un mot.com, ou aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube qui est également GSTA Academy, donc Global Future Academy, GSTA. Et pareil pour la page Facebook dont vous vous trouvez actuellement. Voilà. Donc ça, c'était pour les informations concernant GSTA et également l'investissement sur risque. Donc, au sommaire donc, de cette émission aujourd'hui, concernant le Weekly Market Analysis, nous allons donc voir aujourd'hui le Forex. Au niveau du Forex, c'est le GBP USD qui présente de très belles configurations techniques. Nous avons aussi le USD CAD, donc USD CAD qui est plus ou moins baissier, on va le voir tout à l'heure. On va également regarder, bien sûr, l'euro-dollar qui est tout feu, tout flamme. Au niveau des indices, bien sûr, ce sont la plupart des indices que vous connaissez, les indices qu'on a vus également la semaine passée concernant le Dow Jones et le Nasdaq qui ne cessent de faire de nouveaux records. On a également les matières premières, donc l'or, le pétrole, le cuivre et le gaz naturel le gaz naturel qui est aussi en train de montrer de belles configurations techniques qu'on va voir bientôt tout à l'heure. Et pour finir, on va voir, comme d'habitude, nos traditionnels produits obligataires qui sont l'eurobond et le T-note. Voilà. Donc, on va bien maintenant passer au niveau des calendriers de marché. Alors, en termes de résumé donc fondamental de cette semaine, au niveau donc des marchés financiers, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, nous avons quatre grandes news qui peuvent impacter, qui vont certainement impacter le marché. Au niveau de l'Europe, il s'agit bien sûr de l'accord entre le parti, hein, le parti au pouvoir actuellement en Allemagne, donc le parti de Mme Angela Merkel, qui est les Christian démocrates, donc l'Union des chrétiens démocrates et l'Union je pense que c'est CSU, donc Christian Social Democrate Union, pardon. Donc CDU-CSU avec donc ce parti que dirige Mme Merkel, avec également le SPD. Donc le SPD, c'est les sociaux-démocrates qui sont dirigés par Martin Schulz. Donc ils vont avoir un accord cette semaine, je crois, le jeudi. Donc ce jeudi, ils vont donc discuter justement des politiques économiques, donc aussi du climat de stabilité au niveau de l'Allemagne, qui est le poumon économique de l'Union européenne. Donc ça, c'est en fait ça va mener, ça va soutenir hein, inconditionnellement l'euro sur le moyen et long terme, dont on va voir bientôt l'euro est déjà vraiment dans une configuration fortement haussière et cela risque bien sûr de durer un peu plus longtemps, au moins sur les 3 prochains mois. Au niveau également des États-Unis, bon, vous savez, aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis. Nous avons le Martin Luther King Day, donc c'est férié. Les marchés sont fermés, les marchés américains. Donc, a priori, il ne devrait pas avoir de volatilité. Mais au niveau des États-Unis,
Nous avons bien sûr la publication du livre belge. Donc, c'est-à-dire la publication du livre belge, c'est le rapport. Le livre belge, c'est un rapport qui est publié par le FOMC concernant leur politique monétaire. Ça sera publié ce mercredi. Et au niveau également du Canada, le Canada, c'est là que vraiment il y aura beaucoup d'annonces, notamment la décision des taux d'intérêt. A priori, les analystes et tous les spécialistes du marché tablent sur une relevée des taux d'intérêt au Canada de 25 points de base, c'est-à-dire de 0,25 parce que il constate que l'économie canadienne se porte bien, même si du côté du NAFTA, ce n'est pas trop top, c'est-à-dire que le président américain a réitéré également ses envies de quitter cet accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais au niveau des chiffres économiques, le Canada se porte bien. Ils ont eu un bon retail sales, la croissance également du trimestre, même si elle était mitigée, mais quand même, ça reste une bonne dynamique. Les créations d'emplois sont excellentes. C'est l'une des meilleures depuis à peu près, même, je dirais, depuis à peu près 4-5 ans. Donc, c'était vraiment un gros boost pour l'économie canadienne qui, a priori, euh, même si elle fait partie des paires les plus faibles actuellement du marché, mais l'économie canadienne se porte généralement très bien. Donc, on voit que la Banque du Canada veut anticiper justement sur cette croissance en espérant et relever les taux, ainsi que tout le consensus également du marché voit la Banque du Canada relever les taux de 25 points de base, donc de 0,25. Au sujet également au niveau au niveau de l'Asie, donc on va voir aussi cette semaine des news concernant l'Asie au niveau du PIB chinois. Le PIB chinois qui sera annoncé, donc le PIB du dernier trimestre, donc le T4, donc dernier trimestre de la croissance chinoise donc de 2017, qui va sortir, je pense, le 19 janvier, donc dans 2, 3, je pense le vendredi, donc dans 4 jours. Donc, cette nouvelle également aura fortement un impact sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des partenaires de forts partenaires commerciaux de la Chine. Tous les chiffres chinois agissent directement sur les monnaies néo-zélandaises et les monnaies australiennes. Donc, a priori, toutes les paires, donc les paires qui sont cotées dollar versus euh, australien et dollar versus néo-zélandais sont des paires a priori haussières parce que on a aussi de très bons chiffres en Chine. L'espace économique chinois est en pleine forme. Ils ont eu aussi une hausse surprise, une surprise dans les hausses des taux d'intérêt en Chine qui était inattendue. Donc ça fait monter justement la valeur du yuan. Et également, ils ont aussi une bonne croissance en termes de production industrielle. Donc, ça aussi, ce sont des chiffres qu'il faut surveiller, qui vont arriver. Donc, de facto, la Chine est dans une dynamique et d'une croissance positive. Donc, il ne devait pas avoir de surprise au niveau de l'apparition du chiffre de la croissance économique. Parce que la croissance économique, c'est un indicateur, en fait, le GDP, c'est un indicateur simultané. Donc, lui, lorsqu'on le publie, c'est pour confirmer l'état de l'économie actuelle. Donc, il ne devrait pas avoir de difficultés au niveau de la Chine, ce qui aura des répercussions positives nécessairement sur le cuivre et également les monnaies cotées donc, dans l'espace pacifique et océanique que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, ça, ce sera au niveau donc, de la Chine. En matière aussi, au niveau de l'Europe, un autre soutien inconditionnel de l'Europe vient du fait que ce mercredi, il y aura une rencontre une rencontre de travail entre les gouvernements catalans et le gouvernement de Madrid pour discuter également de ce processus d'indépendance et aussi de trouver des voies et issues afin de stabiliser les tensions politiques
au niveau de ces deux grandes capitales, qu'il faut le rappeler, la Catalogne souhaite se séparer donc, de l'Espagne, donc souhaite être indépendant. Donc, il y aura a priori une session de travail entre ces deux gouvernements de Madrid et de Catalogne, ce qui peut amener, si des accords se trouvent ou des compromis se trouvent, ça peut soutenir également au niveau de la stabilité de la zone européenne. Donc ça, c'est un soutien inconditionnel pour l'euro. Et pour finir, on a également la géopolitique. Au niveau de la géopolitique, comme vous le savez, la géopolitique agit beaucoup sur le pétrole et l'or. Au niveau de l'or, on va le voir techniquement, on peut bien sûr voir qu'il peut y avoir des opportunités positives sur l'or, même si le pattern qui dessine semble être un pattern de soufflement qu'on va voir tout à l'heure. Mais au niveau du pétrole, au niveau de la géopolitique a eu un impact sur le pétrole et sur également le gaz naturel. Tout d'abord, au niveau du pétrole, on a vu que cette semaine, la semaine passée, les pays de membres de l'OPEP ainsi que la Russie ont réitéré leur souhait de restriction du quota d'offres sur le pétrole, visant ainsi à stabiliser, voire à faire progresser le prix du baril, le prix mondial du baril du pétrole, qui se cote aux alentours au-delà des $60 le baril. Donc ça, c'est un soutien qui peut amener aussi le pétrole à être haussier sur le long terme. Également, au niveau de la géopolitique, il y a des tensions vives dans le Moyen-Orient entre l'Arabie saoudite et l'Iran ainsi que le Liban. Comme vous savez, il y a de cela, bon, je ne peux pas dire l'année passée, mais oui, techniquement oui. Mais le 4 novembre 2017, on a eu la démission du premier ministre libano-saoudien qui s'appelle Saad Hariri, qui a donc mentionné qu'il souhaitait mettre fin justement à cette idée de tous contre le Daesh. Donc, Iran a vu ça d'un mauvais œil. Donc, c'est un peu comme pour eux une espèce de couteau dans le dos. Donc, ça a rallumé les tensions, des vives tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, où on voit qu'il y a certaines plateformes pétrolières, certaines côtes pétrolières qui sont contrôlées par le Hezbollah chiite et qui sont alliés aux Iran, au gouvernement iranien, et également au niveau une autre plateforme pétrolière iranaise qui est contrôlée par les Kurdes. Donc, ces deux groupes-là qui avaient trouvé un certain accord en nommant un de leurs fils qui était libano-saoudien, a démissionné en jetant le discrédit sur justement cette idée, cette union de forces de frappe contre le Daesh. Donc ça a rallumé les tensions vives entre ces trois nations. Donc évidemment, ça a un impact, donc cet imbroglio politique a un impact sur le cours des matières premières, notamment le pétrole et le gaz naturel. Et on a vu que le gaz naturel a explosé justement à la hausse. On va voir techniquement ce quoi ça ressemble. On a aussi, bien sûr, un climat d'apaisement actuellement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en vue des JO d'hiver qui vont se tenir à Pyeongchang du 5 au 29 février, je crois. Donc, ces facteurs-là géopolitiques sont en mesure donc soit de faire baisser, bien sûr, le cours par exemple, des valeurs refuges, mais du côté de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, s'il y a un climat d'apaisement, bien sûr, ça peut donc amener le marché à avoir un appétit pour le risque. Voilà. Donc, ça, ce sont les faits qu'il faut retenir fondamentaux qu'il faut retenir pour cette semaine. Au niveau du calendrier, les plus grosses annonces viendront du Canada et également aussi du Canada et de la Chine. Voilà. Donc, comme on voit sur le graphe ici, les chiffres en fait en importance, les chiffres économiques publiés en termes d'importance, on voit que tout est relativement moyen, sauf on a également l'IPC britannique ce mardi, donc demain. On a aussi les chiffres de l'IPC sous-jacent, c'est-à-dire l'inflation core, c'est-à-dire que hors essence et produits alimentaires. Donc ça, c'est très important. On a aussi la décision de la Banque du Canada, donc des taux. Donc, a priori, tout le monde anticipe. Vous voyez ici, donc ça c'est ça, c'est les chiffres précédents et les chiffres consensuels, donc celui que le marché anticipe, est de 1,25, donc de 25 points de base.
Donc, a priori, le marché s'attend à ce que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt à 1,25%. D'ailleurs, à ce sujet, certaines banques, certaines grosses banques canadiennes, notamment la TD et la RBC, ont déjà tablé, ont pricé justement une hausse des taux d'intérêt. Voilà pourquoi elles ont augmenté leur taux d'emprunt hypothécaire, voilà, qui est passé de 3,64 à 4,57, d'accord? Donc la TD et la RBC. Donc, a priori, tout le monde s'attend à une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada, sauf avis contraire, bien sûr. Au niveau du jeudi, donc on a la variation, on a le taux de chômage australien qui sera publié. Donc, a priori, il ne devrait pas avoir de surprise. Donc, 5,4, 5,4. Au niveau du PIB chinois, comme je l'avais dit, le trimestre, le dernier PIB, le dernier trimestre, on s'attend également à un ralentissement de la croissance chinoise, mais un léger ralentissement parce que le précédent était de 6,8, on est à 6,7, donc ce n'est pas si significatif, mais ça peut aussi, actuellement le marché n'a pas encore pricé donc cette légère variation parce que une croissance quand même annuelle de PIB de 6,7%, c'est assez significatif. Les États-Unis arrivent à peine à en faire 3,3 et la Chine en fait le double. Donc, c'est un très, très bon chiffre trimestriel du PIB. Et le vendredi, on finit avec l'indice de confiance du Michigan, donc le ISM, donc ISM manufacturier du Michigan, qui va sortir bien sûr ce vendredi, dont on attend une croissance de 2 points, donc de 97 au lieu de 95,9 précédent. Donc, ce qui est relativement bon pour les États-Unis. On va aller également sur le calendrier économique du CMC Market, qui est notre partenaire également de l'école GSTA, pour voir s'il y avait d'autres annonces qu'on a omis de mentionner. Normalement, non. C'est pas mal tout ce qu'on a couvert, mais de temps en temps, il faut regarder également tous les différents calendriers, si vous avez accès, pour voir un peu s'il y a des annonces qui n'ont pas été dans un calendrier versus l'autre. Bon, apparemment, ici, on a bien sûr l'indice des prix à la consommation finale de la zone euro. Donc, ça, c'est une nouvelle importante pour ceux qui transigent sûrement sur le Forex, l'euro-dollar. On a également le taux d'emploi, comme on a vu, le taux d'emploi saisonnier sur l'Australie. Voilà. Ensuite, on a, a priori, on a pas mal, c'est pas mal, on a pas mal tout couvert. Donc, PIB chinois qu'on a vu ici, les ventes au détail en Angleterre, donc les ventes au détail annuelles. Donc, ça, c'est un bon chiffre concernant le GBP, le GBP USD pour ceux qui sont les traders de câbles et de dollars. Ensuite, pour finir, donc, la balance commerciale au niveau du Japon. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça va pas mal affecter le yen. Parce que vous savez, ceux qui traitent de Forex, ce sont des indicateurs qui doivent extrêmement suivre, c'est-à-dire la balance commerciale. La balance commerciale, l'inflation, le taux d'intérêt sont des indicateurs économiques qui affectent beaucoup la monnaie, en fait. Donc, dans le cas du yen, ça va être le yen japonais que ça va affecter. Et le PMI le PMI manufacturier au niveau de la zone euro, ça c'est le mercredi. Donc ça, c'est les heures qui sont ici, c'est en fait les heures en termes voilà, de fuseau horaire. Donc, ici au Canada, ça sera donc aux environs de 3h, 4h du matin. Vous, chez vous, ça sera aux environs de 10h, 11h, voire 9h. Et donc, pour finir, donc, on aura l'indice des prix à la consommation du Japon le jeudi. Et le vendredi, on aura bien sûr le sentiment des consommateurs, le sentiment des entreprises au niveau de la France et le PIB anticipé au niveau des États-Unis. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes lignes, les grandes annonces à suivre cette semaine au niveau de l'actualité fondamentale. Voilà. Donc, ainsi le décor planté, nous allons maintenant passer au graphe pour analyser. Donc, si je passe ici au graphe, voilà. Donc, on va commencer bien sûr par l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, comme vous le voyez ici, depuis 1900, nous avons le graphe historique de l'euro-dollar depuis 1995. On a vu que l'euro-dollar, il a fait une baisse. Après, il est remonté dans un nouveau cycle haussier. Après, on voit une grande consolidation à partir de 2008
jusqu'à, bien sûr, jusqu'à 2017-2018. Et avec justement les facteurs fondamentaux dont on a passé en revue, cela est fait pour soutenir l'euro jusqu'à 1,25 qui est en fait la borne, comment dire ça, la borne oblique, c'est-à-dire la résistance oblique qui est ici, est située aux alentours de 1,25. Je vais la mettre en rouge parce que c'est mon code couleur, voilà, et ici plutôt en vert. Voilà. Donc, la progression de l'euro est bien parti pour progresser jusqu'à ici, donc aux alentours de 1,25. On va peut-être avoir des prises de bénéfices. Et si on casse bien sûr les 1,25, là, on peut vraiment s'attendre à ce que l'euro, justement, reparte dans la direction des 1,35 ou des 1,35 ou bien des 1,40. Donc, à ce niveau-là. Voilà. Donc, il faudrait extrêmement être prudent. C'est sûr qu'on est dans une configuration haussière. Donc, techniquement, on voit que l'euro fait des plus bas de plus en plus haut. Et donc, la prochaine cible, justement, pour l'euro est à 1,25. Donc, ceux qui sont rentrés à l'achat ici, bravo. Pour continuer jusqu'ici, à 1,25. Et puis après là, on va maintenant chercher soit à sécuriser, à prendre des bénéfices et à regarder donc le comportement de l'euro. Peut-être une consolidation ici sur la bande verte, on peut le repayer là pour essayer de casser donc ce grand canal descendant, ou on peut appeler ceci un buseau. Moi, je le vois comme un canal, donc ça peut être une sortie généralement haussière. Donc, ça va aller dans le sens de la tendance de fond qui est ici. Donc, la tendance de fond a commencé depuis 2002, jusqu'en 2008, consolidation diagonale, et après on le reçoit par le haut, donc une sorte de drapeau. Donc, c'est comme une figure de continuation. Voilà. En intraday, qu'est-ce que ça donne? Donc, en intraday, hier, donc dimanche, j'avais détecté bien sûr un range, et on est sorti du range on a dépassé le niveau qui est ici, donc que je surveillais attentivement, qui était 1,2370, on l'a explosé, et là on se retrouve sur de nouveaux niveaux qui sont aux alentours des 1,23 et voilà, 1,22 850, 1,23. Donc ça c'est la nouvelle résistance qui est ici. Donc si vous êtes trader intraday, donc en 5 minutes, faites attention, il peut y avoir des ventes qui se fassent ici. Et le meilleur moment d'acheter, ça serait bien sûr en bas, au niveau de la zone ici en mauve. Voilà. Donc il faudrait être extrêmement prudent. C'est vrai que l'euro est sur une dynamique haussière, mais cela n'empêche pas qu'on ait des baisses significatives en intraday. Voilà pourquoi je monte le long terme et le court terme, pour que vous ayez une vision du marché. Au niveau du GBP USD, donc GBP USD, comme on avait détecté la dernière fois, il a une grande figure, ici on a vu ici que on a un triangle ascendant dont la sortie est généralement haussière, c'est ce qui est fait. On a cassé, bien sûr, je vais agrandir donc l'image, pardonnez-moi. Voilà. On a cassé donc cette résistance historique, la ligne en rouge ici qui date depuis, cette résistance-là, tout le monde la voyait, hein, elle datait depuis 1996. Donc vous voyez, c'est une forte résistance qui a été cassée. Donc ça a été testé une fois en 2001-2002, la deuxième fois ça a été testé en 2008, la troisième fois ça a été testé en 2015 et la quatrième fois, on vient de faire donc une inversion de polarité. On a cassé donc ce niveau. Donc, a priori, le GBP USD est dans une phase haussière, techniquement parlant. Donc, il est fait pour partir, pour se diriger vers les 1,45 dans la zone des 1,44, 1,45, c'est-à-dire ici. Donc, il y a un bon mouvement, un bon trade à prendre sur le GBP USD. Cependant, si on regarde en weekly, voilà, pardon, en intraday, en daily, il faut s'assurer que d'avoir un bon point d'entrée, c'est-à-dire de payer un bon point d'entrée. Donc, ceux qui étaient dans cette zone, c'est-à-dire la zone de 1,37 270 et puis 1,37 540, ils n'ont pas vraiment bien profité puisqu'il y avait un range que j'avais détecté. Donc, ce niveau ici, il n'y a rien à faire. Mais lorsqu'on est sorti de cette ligne, là, vous pouvez chercher des points d'entrée à payer. Notamment, par exemple, si je peux donner un point d'entrée, ça serait par exemple 1,37
37 760. Voilà, ici. Je vais juste déplacer ma caméra parce qu'on ne voit pas bien. Donc ici, si je mets ce point d'entrée, ici, ça peut être un excellent point d'entrée. Donc 1,37 700, 1,37 840 ou bien 1,37 1,37 par exemple ici, 1,37 780. Ça peut être aussi un excellent point d'entrée pour aller en achat sur le GBP USD, que je suivais également attentivement moi aussi. Très bien. Alors, au niveau de l'USD CAD, voilà. Donc, l'USD CAD, on le voit ici, ça c'est le graphe historique. Donc, mensuellement, on voit que l'USD CAD est dans une configuration un peu particulière. Ici, en fait, on a vu que cette zone ici, c'est une zone en fait d'incertitude, la zone en bleu. Et on avait également une petite zone ici en orange qui a été travaillée à maintes fois, qui peut constituer de support devenu résistant. Donc, c'est un seuil de polarité. Notamment, on a vu ici l'ancienne clôture, ça c'est la clôture mensuelle, donc la clôture de 2017. A priori, tant qu'on est en dessous de cette clôture, c'est-à-dire le 25 830, le USD CAD peut être baissier. Cependant, vous voyez qu'on est dans une figure en fait d'incertitude, dans un triangle. Donc, dans les triangles, en fait, plus on s'approche plus on s'approche de la sortie du triangle, plus on voit une compression. Donc, dans les deux cas, dans les deux niveaux ici, on peut avoir un marché qui vient taper sa clôture, voire même venir rechercher les niveaux de 1,2750, 1,26 620, ou également rester confiné dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 1,25 et les 1,24 250. Vous comprenez? Il n'y a pas vraiment de tendance claire. Surtout qu'avec également les facteurs fondamentaux, notamment avec le NAFTA, qui est par exemple un soutien inconditionnel, bien sûr, sur la monnaie canadienne. Si par exemple nous avons des nouveaux accords ou des nouveaux compromis au niveau du NAFTA, ça va soutenir bien sûr le dollar canadien. En plus, avec les taux d'intérêt qui vont être relevés cette semaine, s'il n'y a pas de surprise que ça a été relevé à 1,25, normalement, il ne devrait pas avoir de mouvement, puisque le marché s'attend déjà à un relevé des taux d'intérêt. Par contre, si on a, par exemple, une hausse de taux d'intérêt, mais pas de 1,25, mais de 1,15, on va dire, ou bien qu'il reste à 1, c'est possible. Là, on peut avoir une hausse, un momentum haussier sur l'USD CAD, d'accord? Mais a priori, on est baissier jusqu'à nouvel ordre sur le USD CAD. On peut le revoir, bien sûr, en intraday. En intraday, comme vous le voyez, c'est un marché qui est vraiment difficile à transiger. Il n'y a pas de tendance claire. Donc, on est pratiquement neutre, mais voire baissier. Donc, vous voyez que si quelqu'un, par exemple, qui est trader, qui est scalper ou bien qui est intraday trader, il peut chercher à shorter le niveau des 1,24 405, 1,24 50, donc 1,24 500, pour aller chercher les plus bas de 1,24 ou 1,23. Mais c'est vraiment relativement assez difficile de travailler sur un tel marché. Même si on voit que les perspectives baissières sont là, on les voit à l'écran. Voilà. Donc, on a fini avec le USD CAD, on vient de voir également le GBP USD. On va aller maintenant sur l'or, donc les matières premières. Voilà. Donc, au niveau des matières premières, donc au niveau de l'or, on est toujours dans la configuration haussière, donc triangle ascendant, donc base ou support ascendant, et puis sommet horizontal, donc sortie généralement haussière. Donc ici, le signal haussier sur l'or sera donné bien sûr par la cassure des 1360, 1370. Comme vous le savez, l'or est un actif qui est fortement corrélé aux nouvelles géopolitiques, notamment du côté de la Corée. Et aussi, s'il y a une forte pression baissière sur le dollar, cela peut amener également l'or à sortir, justement, à progresser vers le haut. Mais pour l'instant, l'or est plus ou moins tranquille, neutre. Il n'y a pas vraiment de grosses variations en tant que telles. Mais techniquement, on voit que ici, ça c'est le plus haut hebdomadaire, ça c'est le plus haut également des dernières semaines avant, bien sûr, c'est-à-dire qu'au niveau de décembre et novembre-décembre. Donc, tant qu'on va rester ici, confiné dans cette zone, a priori, il ne faudrait pas travailler sur l'or. L'or ne donne pas de direction particulière. D'autant plus que
pardonnez-moi, quand on regarde ce graphe, oui, on voit qu'il a enchaîné plusieurs séances haussières, donc il est a priori haussier. Mais si on regarde bien sûr un peu sur le long terme, on voit que l'or ne fait pas vraiment de grands mouvements. Il est descendu, il tape cette base qui est à 1200, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Donc il fait un peu une sorte de zigzag. Donc pour un trader de long terme, il n'y a pratiquement rien à faire ici. Mais pour un trader intraday, on peut par exemple jouer les correctifs, c'est-à-dire les correctifs, par exemple si on échoue aux alentours des 1350, on peut shorter l'or jusqu'à 1300, c'est faisable. Et on va rester confiné dans cet espace ici, c'est-à-dire l'espace entre les 1350 et les 1300. Sinon, a priori, il n'y a pratiquement rien à faire sur l'or. On peut le voir même en intraday aussi. Vous voyez, donc ça, c'est une configuration un peu, un genre de, de range. Hein. Donc, je peux le tracer maintenant devant vous. Donc, si je prends donc un élément ici, graphique, voilà. Mettons ça ici en orange. Donc, vous voyez ici, donc il y a un range sur l'or. Donc, l'or fait des zigzags. Donc, tant qu'on ne va pas sortir de ce range, a priori, on est neutre. Même si le fondamental, quand même, soutient la hausse de l'or. Mais actuellement, techniquement, en intraday, il n'y a rien à faire sur l'or. Voilà. Au niveau du pétrole, donc le pétrole, le UK Oil, comme on l'a vu, le pétrole, bien sûr, est favorisé par la restriction des quotas d'offres. On a aussi les tensions aussi géopolitiques au niveau de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et puis du Liban. Donc ça soutient conditionnellement sur le pétrole, pardon. Le pétrole qui a atteint de nouveaux records, qui frôle les alentours des 70 dollars le baril, c'est beaucoup. Donc ici, en fait, puisqu'on voit là une clôture ici en sorte de... ça, c'est plutôt un bullish engulfing, donc une avalante. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est un marché haussier. Le pétrole est vraiment haussier. Donc, a priori, on va chercher à travailler à la hausse. Mais il peut y avoir des prises de bénéfices, donc des signes d'essoufflement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mèche venir ici consolider jusqu'à, on va dire, 68 dollars 25 le baril. Et puis là, on peut rentrer à l'achat pour aller viser les 75 dollars ou les 80 dollars tant que les fondamentaux sont d'actualité et tant qu'on a une configuration technique comme on voit ici, parce que c'est un grand biseau, c'est un grand triangle ascendant qu'on a ici, dont la sortie s'est fait généralement, s'est fait à la hausse. Donc, on a cassé vraiment cette résistance en rouge et on a dépassé la clôture historique, la clôture mensuelle de 2017. Donc, a priori, techniquement, le pétrole est haussier. Voilà. Donc, il va falloir travailler à la hausse. Ceux qui sont en intraday, bien sûr, doivent chercher des points d'entrée à la hausse pour pouvoir profiter des mouvements et des momentum haussiers. Comme on le voit ici, ça a l'air un peu difficile à travailler comme ça parce que il n'y a pas vraiment de tendance dégagée. Donc, le plus sûr, ce serait vraiment d'attendre un retracement jusqu'à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, de 62, 62, 60. Attendez, je vais revenir voir ici. Si je repars. Donc, voilà. Donc, un retracement aux alentours de 68. On va voir ce que ça donne. Donc, au niveau des 68, 30, donc voilà, au niveau de la moyenne mobile ici, ou à 69, 50, un bon retracement pour se mettre, bien sûr, dans la position de la hausse. Parce que là, on n'a pas vraiment de tendance claire. Ça ressemble, ça ressemble en fait au triangle qu'on avait ici, le triangle symétrique qu'on avait dessiné ici, vous voyez, triangle symétrique. Et on a eu une sortie haussière. Et là encore, on est en train de former encore un triangle symétrique qui est ici. Un autre triangle symétrique. Que, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de... Pardonnez-moi. Il n'y a pas vraiment de tendance dégagée. Donc, il faut vraiment attendre que le marché vienne vous donner le point d'entrée optimal, qui est aux alentours des 69, 69, 68, pour payer justement le pétrole qui est dans une tendance de long terme haussière. Voilà. Au niveau du cuivre, donc le cuivre est soutenu, comme on a vu, par les chiffres chinois.
Et donc, fondamentalement, le cuivre est haussier, bien qu'on se retrouve en dessous de la clôture mensuelle, qui est en bleu ciel ici. Mais on voit que on est dans une phase en fait, d'essoufflement, dans une phase de consolidation, parce que en termes on est en semaine, donc les bougies ici sont des bougies hebdomadaires. Donc ça fait une, deux, trois, quatre bougies c'est-à-dire ça fait un mois qu'on n'arrive pas à dégager vraiment une tendance claire. Donc cela veut dire en fait que il faut attendre simplement qu'on casse ce petit range-là, ici, qui s'est formé aux alentours des 3,26 $, ou 3,25 $, on va dire. Pour sortir, il faut qu'on sorte justement de ce rectangle-là, ce petit carré, pour aller viser bien sûr les 3,40, 3,50. Vous voyez? Donc en intraday, ici, comme on le voit techniquement, même si on est soutenu par la production industrielle, par les bons chiffres en Chine sur, bien sûr, leurs activités commerciales, dont ils sont fortement dépendants du cuivre. On voit qu'il n'y a pas vraiment de tendance claire. Certes, on a une tendance de fond puissante, haussière, mais on est dans un range entre le plus haut de la séance, c'est-à-dire le plus haut de janvier, de ce mois, et le plus bas également de janvier. On est dans une phase de range. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau à faire. C'est seulement si on casse le rectangle vert, on peut le shorter jusqu'à l'entour des 3,50 $. Si on casse également le petit rectangle rouge, on peut aller chercher les 3,40 $, 3,40 $ pour bénéficier vraiment d'un bon mouvement sur le cuivre. Mais pour l'instant, il n'y a pratiquement rien à faire. Pour un trader intraday sur le cuivre, tout ce qu'il peut faire, c'est d'attendre un retracement jusqu'à 3,20 pour le payer, ou également de chercher à le vendre aux alentours des 3,30, 3,50. Voilà. Il n'y a pas vraiment de tendance dégagée de cet actif, même si fondamentalement il est soutenu par la Chine. Au niveau du gaz naturel, donc le gaz naturel, bien sûr, on a vu la semaine passée qu'il avait formé un triangle symétrique qui était techniquement propre. Des triangles symétriques, bien sûr, si on veut considérer l'analyse technique, normalement la sortie du triangle symétrique se fait généralement baissière, puisqu'on est dans le sens on est dans un mouvement de tendance de fond. Mais comme je vous ai dit, ça dépend également du fondamental. Et c'est le fondamental qui est le plus important. Et comme j'avais présenté en début de cette émission, au niveau fondamental, on a vu que les tensions géopolitiques soutiennent le pétrole et le gaz naturel. Donc voilà pourquoi on a fait une grosse bougie ici, bleue, on est sorti de ce triangle. Là, on semble faire une bougie de prise de bénéfices pour venir taper donc l'oblique, la résistance oblique ici, comme un genre de pullback. On va attendre, bien sûr, avant de rentrer en position, on doit attendre que on clôture au-dessus de 3,25 hein, 3,25 $. Donc, à 3,25 $ sur le gaz naturel, si on clôture au-dessus de 3,25, on peut maintenant rentrer à l'achat pour aller viser justement les 3,84 $ justement sur le gaz naturel. Mais pour l'instant, il faudrait rester en dehors de ce marché, surtout en CFD. Si vous travaillez par exemple en futur sur le gaz naturel, donc NatGas, ça serait vraiment un peu plus simple à travailler en intraday. Mais en CFD, c'est un peu difficile à cause du spread et également de la marge, donc du taux de financement. Vous voyez, il n'y a pratiquement rien à faire en intraday. C'est vraiment à éviter. Voilà. Même si les facteurs fondamentaux sont là, le long terme aussi, on a vu techniquement que c'est plutôt mieux, mais en intraday, il n'y a pratiquement rien à faire ici. Voilà. Donc, nous allons aller voir maintenant les indices, c'est-à-dire au niveau de la plateforme de CMC Market concernant les indices américains et également les bons du Trésor. Donc, avec le Dow Jones maintenant, lui, c'est un peu comme le Bitcoin des indices boursiers. Il ne fait que faire de nouveaux records. On est pratiquement à 26 000. On est à 25 900, comme ici vous le voyez, 25 979. Donc, on est pratiquement à 25 000. Donc, quand on regarde le graphe sur le long terme, on voit que techniquement, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, le point de short, techniquement, du Dow Jones, ça serait aux alentours des 27 000. Donc, ici, au niveau des 27 000. Mais, tant qu'on est soutenu fondamentalement justement par
aux États-Unis, c'est-à-dire avec la réforme fiscale, et aussi on va avoir bien sûr le plafonnement de la dette américaine qui va sortir ce vendredi. Euh, si la réforme fiscale a été adoptée, je ne crois pas, je pense que ce n'est pas pour maintenir le plafonnement de la dette américaine. Il va forcément être relevé parce que la réforme fiscale également prévoit dans ce texte qu'elle veut aussi continuer à soutenir les banques, l'économie américaine, justement en injectant de l'argent dans l'économie pour stabiliser justement ce différentiel de la fiscalité. Donc, si on a adopté la réforme fiscale, ce n'est pas bien sûr pour maintenir le plafonnement de la dette. Donc, le verrou sera forcément enlevé. Donc, ça, a priori, ça devrait encore soutenir, encore appuyer sur les indices américains, notamment le Dow Jones et le Nasdaq. Donc, comme vous le voyez, on est haussier. Il n'y a rien à faire sur le dos, on est purement haussier. Voilà. Donc, la ligne grise que vous voyez ici, c'est le plus haut hebdomadaire. Donc, on a cassé même le plus haut hebdomadaire. On est au-dessus du plus haut de la clôture mensuelle, qui est à 24 770. Donc, les indices américains sont vraiment orientés dans tendance, une forte tendance haussière. Voilà. Donc, si je mets ici en 5 minutes, on va voir. Voilà, comme vous voyez ici, c'est vraiment à la hausse. C'est vraiment à la hausse. On a dépassé hier, j'avais mis un plus haut au niveau des prix. On a dépassé ce plus haut, donc il n'est plus d'actualité. Je vais l'enlever. Donc, on est vraiment en train de progresser tranquillement sur le Dow Jones. Quand on voit également sur le Nasdaq, c'est la même configuration. Sur le Nasdaq, on est pareil. Je vais le mettre en une semaine. On voit également que sur le Nasdaq, voilà. Hop, pardon. Donc, sur le Nasdaq, techniquement, le point de short, ça serait aux alentours des 8000. Vous voyez, donc il y a encore la marge encore de progression. Donc, il ne faut pas chercher à vendre faut pas chercher à vendre un tel marché. Mais il faut faire attention également, puisque ça, c'est des points techniques. Hein. Ça ne veut pas dire que là, c'est là qu'il faut shorter. Ça veut dire que potentiellement, le marché peut venir se poser là. Donc, il y a assez de marge marge de manœuvre, de contrôle au niveau du Nasdaq. On peut monter jusqu'à 7500, OK, et puis se retourner violemment. Comme aussi, on peut également se retourner à partir d'ici, puisque on voit que comme il a fait un plus haut hebdomadaire, il peut chercher donc à prendre des bénéfices, consolider jusqu'à 6500 puis repartir vers le haut. Donc ça aussi, c'est un scénario qui est possible. Donc, il faudrait faire très attention si vous travaillez en intraday de chercher soit à shorter le marché ou la bonne idée, ce serait donc de le payer. Vous voyez, on a eu un gap ici. Un gap de ce qu'on appelle un gap de rupture parce que ça peut sembler montrer un gap de continuation, mais la tendance ici, la tendance haussière, n'était pas vraiment on voit que de l'eau, c'est une tendance haussière, mais on a des violentes phases de consolidation. Donc, ici, on a eu un petit range, ici, vous voyez ici, un petit range pour traverser la zone, et on a gapé à la hausse au niveau du niveau hebdomadaire. Donc, ça, c'est un gap de rupture. Donc, là, on voit que le marché est revenu retracer le gap qui est ici. Donc, a priori, même si le Nasdaq semble être haussier, on peut revenir recasser cette ligne hebdomadaire qui est aux alentours des 6765 pour après replonger vers les 6750 sur le Nasdaq. Donc, il faudrait faire très attention si vous travaillez en intraday sur le Nasdaq. D'accord? Donc, on va aller maintenant voir du côté maintenant des T-notes, donc des bons du trésor. Donc, au niveau des bons du trésor, en CFD, c'est un peu difficile de travailler en intraday. Donc, on va regarder simplement sur le long terme. Donc, comme vous savez, aux États-Unis, avec la réforme fiscale également, donc le plafond de la dette qui sera relevé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'écart, donc l'écart des taux de rendement obligataires entre justement les rendements obligataires américains et les rendements obligataires des autres grandes puissances, notamment la France, la Chine et puis le Canada, les grands pays. L'écart de taux de rendement au niveau des États-Unis se fait en fait est un peu défaillant. Donc, c'est-à-dire les rendements obligataires ne donnent plus. C'est-à-dire que les gens cherchent à se départir de leurs emprunts, des emprunts obligataires
au niveau des États-Unis. Donc en fait, ça met une pression sur le dollar, d'abord, ça met une pression sur le dollar américain, puisque les gens se débarrassent du dollar, et ça met aussi également une pression sur les indices, les différents produits obligataires. C'est pour ça qu'on voit, même si on voit que à long terme, on évolue d'un canal haussier, mais on avait détecté un biseau, un biseau ascendant, pardon, un biseau descendant dont la sortie est généralement haussière. Donc, si on casse par exemple cette ligne bleue ici, ce niveau intermédiaire qui est ici, cette zone bleue, cette zone de pivot, le marché peut venir, peut replonger, venir tout taper les 1,21, ça sera un excellent point d'entrée d'achat, ou bien 1,20. Donc ici, le cluster ici entre 1,20 et 1,21 sera un excellent point d'achat. Sinon, a priori, on est orienté vers une baisse, comme vous le voyez ici. On est orienté à la baisse. Voilà. Donc, on est orienté à la baisse. Donc, si on sort de cette zone en bleu ici, le marché peut consolider, donc baisser, continuer sa baisse ici, sa longue baisse qui est là, jusqu'au 1,21, 1,21 pile ou 1,20, 1,25, 500. OK? Donc, le T-Note, il est techniquement baissier. Pour l'instant, en intraday, il est techniquement neutre, mais fondamentalement et sur le long terme, il est baissier. OK? Donc, le meilleur point d'entrée, ce serait vraiment d'attendre qu'il vienne taper cette zone-là des 1,21, 1,20 afin de le repayer pour aller dans le sens justement de ce biseau descendant dont la sortie est généralement haussière. Voilà. Donc ça, c'était pour le T-Note. Au niveau de l'eurobond, donc au niveau de l'eurobond, comme vous le savez, l'eurobond a de visu à presque la même configuration que le T-Note, parce que c'est des indices obligataires qui ont souvent les mêmes caractéristiques. Et au niveau de l'Europe, vous savez que la Banque centrale cherche à réduire, son quantitative easing. Donc, ça, si elle cherche à réduire donc, son bilan, cela veut dire elle va opter en fait, pour un soutien haussier sur l'euro, donc hausse des taux d'intérêt au niveau de la zone européenne. Même si on a prolongé la question du quantitative easing sur de nombreux mois, notamment novembre 2018, notamment, certes, ça montre également que le gouvernement, la zone européenne, donc le département économique, le département européen le département économique de la zone européenne cherche justement, notamment Mario Draghi, il cherche à réduire, voire éliminer le QE. Donc ça, c'est un soutien inconditionnel de l'euro, puisque l'euro, bien sûr, est en train de faire un nouveau record. Mais au niveau des bons du trésor, si on cherche bien sûr à opter une politique monétaire restrictive, donc hausse des taux d'intérêt et baisse de la dette, cela peut avoir un impact à moyen terme sur la progression de la dette européenne, donc l'euro-bond. Donc on peut voir que l'euro-bond, vous voyez, il a fait une grosse mèche rouge ici. Il peut venir casser justement la zone des 1,60 et se rediriger bien sûr vers les 1,57. Vous comprenez? Donc il y a quand même 300 points à aller chercher sur ce trade-là. Et moi, je rentrerai bien sûr à la baisse lorsqu'on on va clôturer en dessous pardon, de 160 points. D'accord? Donc c'est là qu'il faut shorter pour aller chercher les 1,57 et après le repayer pour chercher donc à aller dans le sens fondamental, donc la stabilisation de la zone européenne concernant la dette européenne, donc le Bund, puisque le QE s'est prolongé euh, sur, euh, sur de longs mois, notamment novembre 2018. D'accord? Même si la taille du bilan a baissé de 60 dollars à 35 dollars. 35 milliards, pardon. De 60 milliards à 35 milliards par mois. Donc ça, c'est quand même un facteur assez important. Donc, ainsi, on achève bien sûr donc, cette émission au niveau de l'analyse graphique. Au niveau donc du récapitulatif donc, de cette séance aujourd'hui, voilà. On voit que donc au niveau du Forex, le GBP est fondamentalement haussier, comme on l'a vu. Au niveau technique, c'est en intraday, donc en intraday, c'est également haussier. Et à long terme, au niveau techniquement à long terme, le swing est haussier. Au niveau de l'USD4, donc fondamentalement c'est baissier. Techniquement, c'est neutre en intraday, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Et techniquement, à long terme, c'est baissier.
Sur l'eurodoll, on est fondamentalement haussier, comme on l'a vu. Techniquement, à court terme, on est neutre. Donc, le marché peut monter et descendre. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, entre la zone mauve et la zone rouge, il peut faire des va-et-vient. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance en tant que tel. Mais techniquement, à long terme aussi, on a vu que c'est haussier sur le long terme. C'est-à-dire à partir de 1,21 jusqu'à 1,25. Au niveau des indices, sur le Dow Jones, c'est purement haussier. Techniquement, comme à court terme, comme à moyen terme, idem pour le Nasdaq. Au niveau de l'or, on a vu que fondamentalement, c'est neutre. Il n'y a pas vraiment de nouvelles géopolitiques pour faire varier l'or. Techniquement, à court terme, on est haussier. Et à long terme aussi, on est également haussier. Au niveau du pétrole, c'est pareil. Le pétrole est fondamentalement haussier. Techniquement, on est neutre. Voilà. On a vu qu'on évolue dans un triangle symétrique. Il fallait attendre la sortie de ce triangle. Et à long terme, on est haussier sur le pétrole. Au niveau du cuivre, c'est pareil. Donc, c'est soutenu par la croissance chinoise. Donc, fondamentalement, le cuivre est haussier. Techniquement, on est neutre en intraday. Et à long terme aussi, on est neutre sur le cuivre. Il faut qu'on sorte soit de la zone, le carré qui était en vert, il faut qu'on casse soit ce carré, ou soit on sort par la résistance en rouge qu'on avait tracé, donc le niveau de prix dont on avait regardé. Le gaz naturel, fondamentalement, est haussier parce que, bon, vous savez que fondamentalement, en hiver, le gaz naturel est haussier. On a aussi un contexte géopolitique qui est tendu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, comme j'avais expliqué au départ. Et techniquement, on est baissier parce qu'on a vu un pullback, une grosse mèche en rouge. On peut réintégrer le triangle symétrique. Ça ne change pas. Mais en intraday, pour travailler sur le gaz naturel, on va travailler à la baisse puisqu'il semble avoir une prise de bénéfices lors de l'impulsion haussière quand on a vu tout à l'heure. Et à long terme, on est toujours neutre. Donc, il faut qu'on clôture au-dessus des 3,25, comme je vous ai montré, 3,25, 3,30 pour aller chercher vraiment une tendance de 3,25, 3,30 à 3,50, voire 3,60. Voilà. La dette européenne, donc l'eurobond, fondamentalement, on est baissier, comme on a vu. Techniquement, à court terme, c'est neutre. Tant qu'on est au-dessus du canal bleu, le rectangle bleu, il n'y a rien à faire, en tout cas en intraday. Au niveau de long terme, donc c'est baissier, comme on a vu également. Le T-note, il est fondamentalement haussier, donc il est fait pour être augmenté, c'est-à-dire la taille du bilan des États-Unis est fait pour être augmenté à cause justement la possible suppression de la dette obligataire américaine qui va être certainement levée le vendredi du 9 janvier puisque l'expiration arrive là. Donc fondamentalement, le T-note, il est haussier, mais techniquement, à court terme, on est neutre et techniquement, à long terme, on est baissier, c'est-à-dire attendre la cassure donc, du niveau que j'avais mis en bleu, que je vais peut-être le remontrer ici. Donc, l'eurobond et puis le T-note ont pratiquement les mêmes structures. Donc, vous voyez, donc il faut attendre justement la cassure de ce niveau-là, ici, qui est 1,23 pour shorter, pour aller chercher justement 1,21 ici. Et là, maintenant, on peut maintenant chercher à le payer. D'accord? Voilà. Donc, ainsi s'achève cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir été attentif et d'avoir été patient sur ces points de marché que je vous donne. Donc, ce sont mes points de marché que je vais surveiller moi aussi attentivement cette semaine. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, à la partager, bien sûr, pour amener d'autres personnes à voir. Ça aide à gonfler les audiences, à la liker, évidemment. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à notre newsletter qui est le www.gstacademy.com ou aussi à vous inscrire à notre page Facebook qui est GSTA, Global Structured Academy, et également la page YouTube GSTA. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos, donc à mercredi pour la séance de live scalping sur le Dow Jones. Au revoir.